génétique, c'est cette formation qui nous permet aussi de comprendre comment fonctionne la cellule. Et lors du cours d'hématologie, nous avons eu l'occasion de voir certaines maladies génétiques et nous avons ensemble suivi certains modes de transmission. Nous avons vu qu'en génétique, en général, on doit apprendre à dresser ce qu'on appelle l'arbre généalogique. Ce sont des choses pratiques que nous avons vues. Alors, dans cette partie, nous allons surtout voir ce qu'on appelle la génétique moléculaire. Pourquoi? Parce que la génétique aujourd'hui constitue la base du progrès de la connaissance de la médecine. Et presque toutes les maladies s'expliquent aujourd'hui sur une base des données génétiques. On essaye de comprendre pourquoi on a tel type de cancer, pourquoi on est particulièrement susceptible à d'autres infections et ainsi de suite. Donc, c'est ce que nous allons faire. Nous allons voir donc à travers ces heures de cours la génétique humaine. Bon, et pour comprendre la génétique, il faut avoir un peu quelques notions de base sur la cellule. Nous avons vu la faire passer la cellule là. Je déplace juste ma clé. Alors, à pas passer, nous avons vu la cellule. Nous avons vu que la cellule, elle était caractérisée par plusieurs éléments, vous vous rappelez? Par une membrane extérieure, et à l'intérieur de cette cellule, c'est pratiquement un océan dans lequel se situe le cerveau de la cellule, qu'on appelle le noyau. Le cerveau de la cellule, le noyau, contient une substance qu'on appelle ADN. Et cet ADN est constitué, c'est une longue molécule de plus de 2,5 mètres de longueur, qui va se constituer selon les stades de la cellule dans ce qu'on appelle les chromosomes. Des notions que vous avez déjà vues. Alors, ce que nous allons étudier, c'est le rôle du cerveau, de la cellule, qui est le noyau. Ça sert à quoi? Ça sert à produire toutes les substances nécessaires pour le fonctionnement de la cellule. Et ces substances nécessaires pour le fonctionnement de la cellule sont essentiellement constituées par des protéines. Mais le noyau va nous aider, va servir aussi pour permettre à la cellule de se reproduire. Donc, ce qu'on appelle la réplication, ou bien, si vous voulez, la division cellulaire. Voilà, ce sont les deux aspects qui vont constituer l'objet du cours de génétique. Alors, essayez de ne pas faire de bruit. Normalement, tout le monde doit garder son micro fermé, sauf, je pense, on a prévu que ce soit le CP, comme ça, il peut intervenir, il peut me dire on n'a pas compris, on y va ou quoi, etc. Attendez que je déplace mon écran. Vous voyez quand même bien l'écran, c'est ça, c'est surtout ça qui compte. Voilà. Bon, prochaine diapo. Alors, on va commencer avec l'ADN. Comme vous voyez, l'ADN, le nom, c'est acide désoxyribonucléique. Et c'est l'ADN qui constitue ce qu'on appelle le génome humain. Le génome humain, c'est donc l'ensemble du matériel génétique que nous avons dans la cellule humaine.
Lorsqu'on déroule la molécule de l'ADN, on se rend compte qu'elle a plus de 1,50 m, certains disent 2 mètres de longueur. Mais pour qu'elle puisse rester dans la cellule, elle doit se compacter. Elle doit vraiment se réduire. Donc, c'est comme une pelote de laine. Hein? Ceux qui ont leurs parents qui font des tricots à la maison, la pelote de laine, elle est réduite dans une boule. Quand vous voulez l'allonger, c'est plusieurs fils qui peut atteindre 15 ou 20 mètres. C'est la même chose avec la molécule de l'ADN. Elle est compactée et lorsqu'elle est compactée, elle constitue ce qu'on appelle le chromosome. Et dans l'ADN, donc l'ADN est constitué de ce qu'on appelle des bases nucléiques, des paires de bases nucléiques. Je vous montrerai un petit clip vidéo pour bien comprendre ça. Les paires de bases nucléiques qui sont donc appariées. Par exemple, l'adénine va se lier à la thymine, la cytosine avec la G. Elles sont appariées et on compte le nombre de paires. Quand vous allez lire l'article quelque part, on va dire, voilà, il y a eu une mutation, par exemple une mutation qu'on appelle délétionnelle, c'est-à-dire il y a une partie de paires de bases qui ont été perdues. On va vous dire, par exemple, c'est une délétion de 450 paires de bases. On écrit PB. Cette notion de génétique, elle est importante, je vous rappelle, comme j'ai dit au début, pour nous les cliniciens, parce qu'elle nous permet de comprendre certaines maladies, elle nous permet de comprendre aussi quelle approche thérapeutique nous pouvons assurer, elle permet de comprendre aux biologistes le fonctionnement de la cellule, et donc aujourd'hui c'est aux biochimistes, puisque la biologie moléculaire, elle est dérivée pratiquement de la biochimie. Elle permet de comprendre aussi aux physiciens beaucoup de choses, et surtout, il faut savoir qu'aujourd'hui, la génétique, c'est une discipline qui intéresse les informaticiens. Pourquoi les informaticiens? Parce qu'il y a tellement de messages, c'est comme des lettres morses. Hein? Ceux qui ont fait le louveteau, le scout, etc., ils savent qu'est-ce que c'est des lettres morses. Lorsque vous combinez des messages, ping, ping, pan, ça signifie par exemple courir, courir, et si vous faites pipi, pan, pan, le message change. Il y a tellement de combinaisons de messages, de lettres, que pour les interpréter, on doit recourir à l'outil informatique. Et c'est pour cela que d'ailleurs aujourd'hui, dans la biologie moléculaire, les mutations, les changements de code, les changements de messages, pour les comprendre, il faut nécessairement recourir à des logiciels adaptés. Voilà. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, la biologie moléculaire, la génétique moléculaire ne concerne pas que les cliniciens, ne concerne pas que les agronomes. Hein, quand on pense à Mendel qui a découvert cela, mais c'est une chose qui concerne plusieurs, elle est devenue une spécialité multisectorielle. En bas, je vous ai représenté un chromosome. Je vous ai dit que l'ADN, lorsqu'il se concentre, c'est comme une pelote de laine. Elle va se concentrer, elle va devenir compacte, et c'est pour pouvoir être contenue dans le noyau. Le noyau, c'est la partie centrale de la cellule. Ici, c'est un gros plan de la cellule. Là, vous voyez une cellule. Ça, c'est le noyau. Ça, ce sont les membranes nucléaires. À travers ces membranes nucléaires, il y a des trous qu'on appelle des pores nucléaires. Et à l'intérieur du cytoplasme, il y a beaucoup de substances. Il y a aussi des canaux, hein, des chemins, des autoroutes qu'on appelle le système réticulo-endothélial. Le système endothélial, donc de transmission des messages à partir du noyau. Et il y a des organelles qu'on trouve dans le cytoplasme, etc. Alors, un chromosome, généralement, il est constitué de 2 bras. Un bras long et un bras court. Et selon les dimensions des chromosomes, on va dire qu'ils ont les mêmes, le bras long est presque égal au bras court. Et au milieu, entre les 2 bras longs et courts,
il y a ce qu'on appelle le centromère. Et le chromosome est constitué de deux portions de chromosome. Une portion qui vient de la maman et une portion qui vient du papa. Et ces portions s'appellent les chromatides. Donc, ces deux chromatides sont liées au milieu par un point central, les centromères. Après, on peut étudier les extrémités des chromosomes, on les appelle les télomères. Ce sont juste des termes que vous devriez connaître parce que de plus en plus, on va vous dire que cette maladie, c'est une maladie télomérique, c'est-à-dire elle est liée à une anomalie qu'on retrouve au niveau de l'extrémité du chromosome. Alors, le chromosome a été découvert, un peu d'historique, hein, ça fait plus de 60 ans qu'on a découvert la structure et la composition du chromosome par un certain Watson, écrit par deux scientifiques. Watson écrit qu'en réalité, il y avait aussi la femme, mais à l'époque, on ne donnait pas beaucoup d'importance à la femme, et donc ceux qui sont retenus, c'est Watson et Crick. Après, en 61, Watson et Crick et Nirenberg, ils ont découvert le code génétique. Le code génétique, c'est la clé qui explique comment est-ce que la combinaison de ces bases, les bases que nous avons vues, peuvent transmettre un message que nous allons voir, nous allons étudier, qui nous permet de transcrire, qui nous permet de copier un message afin de produire une protéine. C'est ça le code. Bon, alors il y a une belle histoire. Ils ont eu le prix Nobel parce qu'ils ont pu découvrir que l'ADN, normalement, est constitué par une double hélice. Et puis, un peu plus tard, au 19e siècle, c'est un prêtre, Gregor Mendel, qui, en faisant ses cultures de petits pois, des petits haricots, il a décrit ce qu'on appelle le caractère génotype, qui est héréditaire, et ce qu'on appelle le caractère phénotype, qui n'est pas transmis, mais il dépend du génotype. Alors, ici, il y a deux notions que vous devez connaître. C'est la notion de génotype. Le génotype, c'est le caractère d'une cellule, d'un être vivant qui est transmis par l'ADN. Le phénotype, c'est l'expression de ce caractère qui va se manifester, par exemple, par la couleur de la fleur, ou encore qui peut se manifester par la dimension de la cellule et ainsi de suite. Ce que nous voyons en général avec les yeux, c'est le phénotype. Par contre, ce que nous ne voyons pas, mais qui est transmis et qui conditionne le phénotype, et qui est conditionné par le génotype, c'est le phénotype. Donc, le phénotype, si vous voulez, c'est l'image de la cellule. Le génotype, c'est l'intimité de la cellule, c'est la partie intime de la cellule qui s'exprime dans le noyau à travers l'ADN. Après, il y a eu Garot qui a découvert alors quelques maladies héréditaires et tout, etc. Mais la fois passée, nous avons parlé des groupes sanguins. Vous vous rappelez, hein? On a dit que le groupe sanguin, on le distinguait en système A, B, 0, pour dire O en anglais. Mais nous avons dit aussi que le groupe sanguin ne s'arrête pas là. Il y a aussi le système HLA. Human Leukocyte Antigen, HLA, qui permet de pouvoir savoir si on peut avoir une greffe d'organes ou bien une greffe de moelle. Ça nous permet de faire ce qu'on appelle les transplantations. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est Pauling et Itano qui ont décrit que certaines maladies, entre autres la drépanocytose, une maladie qui est transmise par une anomalie
qui touche une protéine, et cette protéine s'appelle hémoglobine. Et l'anomalie, vous avez vu ça avec le docteur Ngeleka tantôt qui vous a parlé de la drépanocytose. C'est une mutation qui advient sur un codon spécifique, un codon responsable de la production de la chaîne globine, bêta, S, lorsque ce codon est changé. Et alors, ça donne justement la maladie qu'on appelle drépanocytose. Et puis, de notre temps, il y a un scientifique, monsieur Jérôme Lejeune, qui lui a découvert, entre autres, que parfois, il y a des chromosomes, au lieu d'avoir une paire de chromosomes, dans chaque cellule, on a une paire de chromosomes, on a des chromosomes 2N. Donc, nous avons 2 fois 23 chromosomes. Donc, ça fait 46 chromosomes. Il a découvert qu'il y a certains enfants qui étaient malades, qui ont vu une maladie dont nous avons déjà parlé la fois passée, qui s'appelle la trisomie 21 ou le mongolisme ou la maladie de Down, et qui ont plutôt 3 chromosomes au lieu d'en avoir 2. Et donc ça, c'est des choses qui sont décrites, hein, et que vous pouvez connaître. Voilà. Est-ce que c'est clair? Alors, je vous propose, puisqu'on a réduit vos micros pour éviter les bruits, sauf si chacun est assez discipliné, il éteint son micro. À ce moment-là, je pourrais demander au webmaster ici d'activer le micro des participants si vous êtes discipliné et que vous avez éteint les micros. Quand vous ne comprenez pas, que vous voulez poser une question, soit vous allez dans le chat et vous posez la question. Comme ça, moi, je peux voir à travers le chat qu'il y a une question sur telle chose que vous n'avez pas comprise. Soit alors, je continue et à un certain moment, je vais arrêter et je vous dirai, y a-t-il des questions à poser? Voilà. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Voilà. Alors, en biologie moléculaire, il faut avoir certaines notions de la nomenclature et certaines définitions. Alors, je reprends. On entend par génome, c'est l'ensemble de l'information génétique que la cellule a besoin, cellule où l'être vivant a besoin pour l'édification, le fonctionnement et sa reproduction. Donc, si je prends par exemple une bactérie, l'Escherichia coli, quand je parle du génome de l'Escherichia coli, c'est-à-dire que j'ai étudié tout son bagage héréditaire qui sert pour sa croissance, son développement, mais également aussi sa reproduction. Il ne faut pas oublier cela. Et vous savez qu'on a pu faire ce qu'on appelle le séquençage. On a pu donc identifier toutes les cellules que nous avons, tout l'ADN, tout le bagage héréditaire que nous avons dans notre organisme. Ce bagage héréditaire est situé où ça? Je vous ai montré l'image tantôt que lorsque je dessine le noyau, la cellule, vous voyez que la majorité, ce bagage héréditaire, il est contenu en majorité dans le noyau, sous forme de chromosomes. C'est là que nous retrouvons le bagage héréditaire. Mais nous avons aussi le même bagage héréditaire que nous pouvons retrouver dans des corpuscules qui sont à l'intérieur du cytoplasme. Alors, c'est le bagage héréditaire extra-chromosomique, donc en dehors du chromosome, extranucléaire. Et ça, c'est par exemple ces substances, ces corpuscules, chez nous les humains, c'est ce qu'on appelle les mitochondries. On a donc un bagage aussi héréditaire mitochondrial. Donc, si je vous dis la génomique
où c'est l'étude du génome. Le génome, c'est l'étude de l'ensemble des caractères de l'information génétique que nous avons dans le noyau et en dehors du noyau. En dehors du noyau, cette information génétique, chez nous les humains, se situe essentiellement dans ce qu'on appelle les mitochondries. Ce sont des petites centrales électriques, hein, les mitochondries. Donc, nous avons deux systèmes qui constituent notre génome humain. Un génome nucléaire et un génome mitochondrial, dont la transmission est différente. Alors, la génomique, le terme qu'on utilise génomique, c'est la discipline qui nous permet de faire la cartographie et le séquençage des génomes. Le séquençage des génomes, c'est-à-dire l'identification de différents gènes. Les gènes, ce sont ces parties de l'ADN qui sont responsables de la transmission d'un caractère. C'est ce qu'on appelle les gènes. Ce sont ces séquences, ces petits bouts d'ADN qui vont être responsables de la production des protéines. C'est ce qu'on appelle gènes. Alors, dans le noyau, nous avons les acides nucléiques. Quels sont les acides nucléiques que nous avons? Nous avons vu au début hein, que le principal acide nucléique que nous avons, c'est l'ADN. L'ADN, c'est l'acide nucléique le plus important qui contient l'information, qui contient le programme, qui est donc, si vous voulez, le cerveau de la synthèse des protéines. Mais nous avons un deuxième acide nucléique qu'on appelle ARN, acide ribonucléosique. L'acide ribonucléosique, il est dans le noyau, mais il va sortir du noyau en général parce qu'il va être transmis dans le cytoplasme et c'est lui qui va être responsable de la production des protéines. Je vais réduire mon écran, voilà, c'est beaucoup mieux. Comme ça, je vois tous mes trucs. Donc, un gène, c'est quoi? Le gène, c'est pratiquement... attendez, j'ai été trop vite. Est-ce que je peux réduire? Voilà, c'est pour voir voilà, comme ça, je le vois. Non, là, j'ai perdu mon écran. Ouh là là, où sommes-nous, là? Est-ce que vous voyez mon écran? Parce qu'il est devenu instable. Fichier. Voyez-vous mon écran? Oui. OK. Parfait. Est-ce que vous voyez encore les diapos? Non. Oui, les diapos est visible. Non, il n'est pas visible. Il n'est pas visible pour le moment. D'accord, ça va. Attendez, on y va. On reprend. Partager l'écran. Oui, c'était celui-là. Voilà. Il est visible maintenant? Non. Non, pas toujours. Il va être visible maintenant. En principe, vous devez le voir. Mais vous avez le... Est-ce que vous le voyez maintenant? Oui. OK, parfait. Alors, donc je vous disais, le gène, c'est le gène qui contient toute l'information dans l'ADN. Alors, l'ADN, c'est quoi? C'est des choses que vous devez retenir, hein, mais je ne veux pas trop insister, mais je vous les donne parce que si vous lisez un article aujourd'hui, et si vous ne comprenez pas ça, vous aurez difficile à comprendre les articles. L'ADN, c'est l'acide désoxyribonucléique parce qu'on a enlevé un sucre. L'ADN, donc, c'est une longue molécule, comme je vous ai dit, qui ressemble à une échelle avec deux montants, deux battants de l'échelle, et c'est une molécule linéaire qui est composée d'une succession d'éléments qu'on appelle nucléotides. Nous allons voir la formule, hein, nous allons voir les images après.
Et le nucléotide, c'est l'ensemble d'un sucre, d'une liaison phosphore et d'une base. C'est ce qu'on appelle nucléotide. Vous pouvez enlever, parce qu'il ne voit pas ça, ça il voit sur mon écran. Voilà. Donc, vous voyez, c'est une suite linéaire de plusieurs éléments qu'on appelle nucléotides qui sont reliés par des liaisons phosphates, phosphodiester. Par contre, l'ADN, l'ARN, elle, l'ARN, c'est comme l'ADN, c'est un polymère de nucléotides qui est relié aussi par des liaisons phosphodiester, mais dont la succession des acides, des bases est différente. Alors, le nucléotide, par définition, il comporte un acide phosphorique, un sucre pentose, et qui est soit le ribose dans l'ARN, soit le désoxyribose dans ADN. Et enfin, il est composé de paires de bases azotées. Donc, je reprends. Lorsque je parle d'un nucléotide, ça signifie que je parle de l'ensemble d'un lien phosphore. Donc, il y a l'acide phosphorique, il y a un sucre. Le sucre, soit c'est un ribose R, soit c'est un désoxyribose D. Et c'est pour ça qu'on appelle acide ribonucléique ou désoxyribonucléique. Et ensuite, il y a une paire de bases. Ce sont des bases azotées. Jusque-là, c'est clair, ma télécommande. Et donc, la chose la plus importante que vous devez retenir, c'est que, je me répète tout le temps, hein, toute notre structure humaine est commandée par le noyau. Dans le noyau, nous trouvons une molécule importante qu'on appelle ADN. Et dans le cytoplasme, en général, on trouve une autre molécule qu'on appelle ARN. La différence entre les deux, c'est que l'autre contient un sucre ribonucléotide et dans l'ADN, le ribonucléotide, il est désoxyribonucléotide. Et puis, il y a des bases. Alors, là, vous avez réduit mon écran. Est-ce qu'il voit mon écran? Vous voyez les diapos? Oui. Je les vois Oui. pas, je sais pas, les cours. Ouais. Ok, parfait. C'est juste pour... parfait. Alors, on appelle nucléoside, ça c'est la chose qu'il faut retenir, l'ensemble d'une base azotée plus un sucre. Par contre, on appelle un nucléotide, c'est plus complexe, lorsque vous avez la base, le sucre et le bon phosphate. Et donc, c'est pour cela que nous, en général, nous allons parler qu'il y a eu un nucléotide qui a été substitué. Il y a un problème de ça. Il y a des bases qu'on appelle puriniques et des bases pyrimidiques. La base purinique est constituée par deux cycles. Si on doit dessiner, ce sera deux cycles qui font comme ceci, qui sont liés l'une à côté de l'autre. Deux cycles, ça ce sont les purines. Nous allons voir lesquelles. Et ces bases-là, on en distingue deux, adénine et guanine, qu'on représente souvent par des lettres A et G. Rappelez-vous, je vous ai dit que la génétique, ça sera un peu comme le jeu de Morse. Je vous ai dit, la succession des sons ou des lettres permet d'écrire
une lettre. Si j'écris A, U, X, vous lisez O. Si j'écris O, U, vous lisez OU. Eh bien, c'est la même chose pour la génétique. La façon dont je vais combiner ces lettres, qu'on appelle les bases azotées, ça va me permettre de lire, d'avoir le sens de quelque chose. Les bases pyrimidines ont un seul cycle, c'est-à-dire que je n'ai pas deux cycles comme ceci, mais j'ai un seul cycle comme ça. Un seul cycle, et puis j'aurai une base phosphate, et puis j'aurai un sucre. Ça, c'est la règle, c'est la représentation un peu des quatre bases principales. Adénine, guanine, qui sont des bases qu'on appelle purines, et la thymine et la cytosine, mais j'ajoute une cinquième base, l'uracile. L'uracile, c'est une base qu'on trouve seulement dans l'ARN, qu'on ne trouve pas dans l'ADN. Alors, la télécommande. Pourquoi est-ce que je ne sais pas continuer à télécommander directement, ce qui serait plus simple? Voilà. Alors, voici la représentation de ces bases. Pyrimidine, comme vous pouvez voir là-dessus, pyrimidine, ça signifie une seule pyrimidine, hein, vous voyez sur l'écran, ça signifie un seul cycle. Cytosine, un seul cycle. Purine, ça signifie deux cycles. Alors, ici, vous avez donc la cytosine, l'uracile et la thymine. T, U, C. Purine, A, G. Donc, pour retenir, nous avons des bases avec un seul cycle qui est là. C'est A, G, et trois bases, pardon, trois bases avec un seul cycle, c'est C, U, T. Deux cycles, adénine, guanine. Alors, voici de nouveau l'image maintenant de nucléosides et nucléotides. Je vous ai dit que nous parlerons souvent des nucléotides. Et évitez de parler, hein, donc comme ça, on ne mange pas les autres. Si vous devez parler, il faut demander la parole ou bien vous faites dans le chat. Hein. Sinon, ou bien vous levez la main, vous voyez dans le curseur en bas, on peut lever la main, comme ça je m'arrête et j'active le micro. Donc vous voyez ici sur cette figure l'unité de base des acides nucléiques. Hein, donc, vous avez un nucléoside, un nucléotide, et le désoxynucléotide parce qu'il est désoxydé. Et nous, en général, lorsqu'on va parler des mutations, nous allons parler du nucléotide, là, qui comprend un lien phosphore, un sucre et un cycle. Et une base, plutôt, une base azotée. Alors, je vais cliquer sur l'écran. Alors, quelles sont les caractéristiques de l'ADN? Il faut retenir que l'ADN, je vous ai dit, c'est une molécule qui ressemble à une échelle. Une échelle est constituée de deux rampes. Des rampes qui sont en position verticale, l'échelle,
Je vais mon effaceur. Là. Bon, je vois que l'effaceur n'est pas parfait. Une échelle, vous avez déjà vu des échelles, non? C'est une rampe verticale, deux rangs, et entre les deux, vous avez des barres, non? Comme ceci. Mais l'ADN est constitué donc de deux rampes qu'on appelle brins. C'est un terme qu'il faut retenir. Brin pour dire rampe. Et entre les deux rampes, il y a l'union des bases complémentaires. Bases complémentaires. Maintenant, nous allons voir ces bases. Alors, c'est comme les marches de l'escalier. Voilà, ça, c'est la structure de l'ADN. Une chaîne constituée de deux battants verticaux qui sont unis entre eux par des bases azotées. Et ces bases azotées sont complémentaires. Alors, ce battant-là, on va le voir, il a la possibilité de se tordre. Quand il se tord, mais il reste toujours parallèle, il va subir des torsions lorsqu'il va être dans la cellule. Nous allons voir ça, j'espère pouvoir vous montrer un petit clip vidéo qui va vous montrer donc comment l'ADN peut se tordre. Quand il se tord, c'est pour s'enrouler. Et vous avez vu en biochimie que les molécules, les protéines, peuvent avoir ce qu'on appelle une structure primaire. La structure primaire, c'est la structure simple, linéaire en général. Et puis, elle peut prendre une structure secondaire lorsqu'elle se met dans lorsqu'on la voit dans une dimension tridimensionnelle. Sa structure devient sous forme d'une hélice. Donc, la chaîne commence à se tordre. Ça devient une chaîne hélicoïdale. Et enfin, la structure tertiaire, lorsque cette chaîne hélicoïdale s'enroule comme une pelote de laine, on commence à s'enrouler et elle va se constituer dans de petits paquets qu'on va appeler chromosomes. Là, je dois activer admettre. Je suis en train d'admettre ceux qui arrivent en retard. Et donc là, ça conditionne un peu mon curseur. Eric, il faut juste me permettre de pouvoir travailler directement avec mon curseur. En fait, il y a des gens qui se connectent en retard et je peux ne pas les admettre. Hein, et comme ça, on continue sans être interrompu. Voilà. C'est bien compris, donc, l'ADN se distingue, c'est comme toutes les protéines, vous avez vu en biochimie. Hein. Structure primaire, c'est la plus simple, c'est linéaire. Structure secondaire, elle commence à se tordre. Structure tertiaire, elle se tord, elle se compacte parce qu'elle doit entrer dans le noyau et alors elle devient chromosome. Voilà, c'est simple comme ça. Hein. Voici donc la structure de l'ADN. Ça, c'est sa structure, comme on a dit, en double hélice. C'est ce que Watson et Crick avaient décrit. Vous voyez qu'au milieu, là, vous voyez ça, c'est quoi? Les bases, là, qui sont reliées par des ponts phosphore et des sucres. Pardon, les bases sont là au milieu. Et ces bases sont complémentaires. Nous allons voir quelle complémentarité. Et la structure secondaire, lorsqu'elle commence à se tordre, vous voyez les chaînes sont toujours des chaînes de l'échelle, elles sont pratiquement toujours parallèles, mais elles sont tordues. Elles commencent à se tordre. Alors ça, c'est une belle image. Moi, en général, je retiens celle-ci sur l'ADN. C'est d'ailleurs l'image la plus importante que vous devez retenir pour comprendre la biologie moléculaire. Pourquoi? Parce que l'ADN se définit selon les extrémités. On parle de l'extrémité 5' et 3'.
Ces deux extrémités sont des extrémités antiparallèles. Alors, si j'ai une extrémité, si j'ai mon ADN et que je me dis ça, c'est l'extrémité 5', sur la branche de gauche, quelle est l'extrémité ici complémentaire à la branche de droite? C'est 3'. Et si en dessous, ici, mon extrémité, c'est 3', l'extrémité là, c'est 5'. Retenez que ces deux extrémités sont antiparallèles. Et lorsqu'on définit justement les chaînes de l'ADN, on les suit selon les extrémités. Donc là, vous voyez l'adénine qui va se lier à la thymine, cytosine à la guanine, et ainsi de suite. Donc la cytosine va se lier à la guanine. Et ça, ce sont les chaînes qui constituent les rampes verticales avec des ponts d'énergie phosphore. Et ça, ce sont des chaînes qui ont 2 cycles. Et là, une chaîne qui a 1 cycle. Vous vous rappelez de cela? Retenez une chose, que les bras du chromosome ou brin, on les définit selon leurs extrémités 5, 3'. Si 5' est là, en bas, c'est 3'. Et dans la chaîne antiparallèle, c'est le contraire. Ça doit être 3' et 5' en bas. Je suppose que c'est clair. Alors, on a dit que pour passer de la structure secondaire à la structure tertiaire, l'ADN doit se compacter, doit se tordre, doit devenir beaucoup plus compact pour être contenu dans le noyau. Et pour réussir à se compacter, à être contenu dans le noyau, l'ADN a besoin de faire intervenir des protéines. Des protéines. Et ces protéines, ce sont des histones. Et vous voyez ici que ces histones, ce sont des chaînes de protéines qui vont permettre à l'ADN d'être de plus en plus compact. L'ensemble de l'histone et de l'ADN s'appelle nucléosome. Vous avez entendu probablement de plus en plus, on dit, on va faire le protidosome, nucléosome, etc. Ça signifie le bagage nucléique plus des protéines. Voici en synthèse tout ce que nous venons de voir, le parcours de la chaîne de l'ADN. J'aime bien cette image, hein, c'est cela que je vous propose de retenir. Alors, on a vu que l'ADN, c'est une double hélice de ADN qui se tord dans tous les sens et qui va constituer la double chaîne d'ADN, constituée par ce qu'on appelle la chaîne la plus simple, on va l'appeler chromatine. Quand elle est au niveau du chromosome, on va l'appeler chromatide. C'est une double hélice constituée de 2 chromatines, de 2 chaînes d'ADN parallèles, antiparallèles, et qui forment des boucles, qui forment des sillons, les grands sillons que vous voyez là et les petits sillons. Puis il y a des distances entre eux et tout, etc. Au fur et à mesure qu'il change de configuration, de sa configuration linéaire, il passe à une configuration tridimensionnelle, il devient compact grâce à l'intervention des protéines, les histones, et qui vont le permettre de s'enrouler, de se compacter de plus en plus. En se compactant de plus en plus, ces histones-là
vont devenir durs, etc., comme vous voyez ici, avec plusieurs boucles, et à la fin, ça va constituer un chromosome. L'élément de base de la transmission génétique, dans sa forme compactée, s'appelle chromosome. Donc, ce que vous devez retenir, la génétique, c'est l'étude de l'ADN. L'ADN, c'est le contenu de ce que nous trouvons dans le noyau. Et dans le noyau, le contenu se caractérise sous des formes qu'on appelle chromosomes. Dans l'être humain, nous avons 23 paires de chromosomes, donc en tout 46 chromosomes. Donc 23 viennent de papa et 23 viennent de maman. C'est pour ça qu'on dit que nous avons 2 N. En général, on écrit 2 N. Nous sommes des êtres humains bi-N. 2 N. Ça signifie 2 fois 23. Chromosome de papa, chromosome de maman. Et l'ensemble me fait 46 chromosomes. Ce qui fait que ceux qui vont faire la biologie ou se spécialiser en biologie clinique et tout, ils vont apprendre la cellule. La cellule, dans sa phase de reproduction, il y a un moment où elle se met au niveau de la plaque tropicale, de la plaque cellulaire. On peut trouver le nombre de chromosomes qui correspondent à 46 dans les cellules humaines. Alors, et c'est sur base de cela qu'on a étudié la transmission des caractères génétiques. Et cette transmission des caractères génétiques, on l'a étudiée d'abord sur la base de ce qu'on appelle la théorie chromosomique de l'hérédité. C'est-à-dire que les caractères héréditaires sont conditionnés par des gènes. Les gènes, ce que je vous ai dit, ce sont les clés, les séquences des acides nucléiques responsables de la production des protéines qui sont portés par des chromosomes, et les chromosomes sont transmis de manière fidèle par les parents à leur descendance. C'est ce qui explique que lorsqu'on fait l'arbre généalogique, on dit, tiens, les Matondo, Matondo fils, Matondo petit-fils, et ainsi de suite. La chromatine et les chromosomes, ça c'est lors de la division cellulaire, il y a 2 types de division, soit la mitose, soit la division réductionnelle, la méiose. Les fibres de chromatine vont s'enrouler, vont former des parties qui vont être compactes qu'on appelle chromosomes. Quand la cellule ne se divise pas, les chromosomes se déroulent, se décondensent en chromatine. Ça devient un réticulum diffus dans le noyau. Ce qui fait que dans le noyau, en général, lorsque je dessine la cellule, dans ce stade-ci, c'est un réticulum qui est dans le noyau, donc plusieurs fils, comme une pelote de laine, qui est dans le noyau comme ça. Mais au moment de la division cellulaire, ces pelotes de fibres vont se transformer en chromosomes. Et les chromosomes, ce sont des bâtonnets. Et qui vont se mettre, par exemple, puisqu'il s'agit de la division, une partie va partir dans l'anaphase au nord, l'autre partie va partir au sud. Donc, vous aurez plusieurs chromosomes. On a vu que les chromosomes appariés sont liés au niveau du centrosome. Voilà. Ça, ce sont des notions simples de base qu'il faut avoir. Hein. C'est pour cela qu'on vous les présente, pour que vous puissiez tout simplement retenir certains thèmes, parce que ça, c'est important de les retenir. Bon, ces chromosomes, pour nous, les humains, nous sommes des êtres diploïdes. Et les chromosomes que nous avons sont des chromosomes homologues, c'est-à-dire qui se ressemblent.
Je prends un exemple. Si j'ai un chromosome de maman responsable de la couleur des cheveux, le chromosome correspondant qui va se marier avec le chromosome de papa, ça sera le chromosome responsable de la couleur des cheveux. C'est ce qu'on appelle les chromosomes homologues, qui sont identiques par la taille et par la position du centromère. Donc, ça signifie une paire de chromosomes qui sont semblables. Alors, le nombre de chromosomes. Chez nous, les humains, nous avons dans ce qu'on appelle les cellules somatiques. Cellules somatiques, c'est les cellules qui concernent le soma. Le soma, c'est donc ce qui concerne, si vous voulez, la chair. Nous avons 2 N de chromosomes. Par contre, dans les cellules sexuelles ou de reproduction, nous en avons un seul N. Un N. Alors, je prends un exemple. Au moment de la reproduction, papa doit donner des spermatozoïdes. Le spermatozoïde, il est là avec une grosse tête. Combien de chromosomes y a-t-il dans le spermatozoïde qui doit aller féconder l'ovule? Combien de chromosomes avons-nous dans le spermatozoïde? Là, je vous laisse répondre maintenant. Quelqu'un a le micro ouvert, il peut répondre. Ou bien il lève la main. C'est une question. Allez-y. Pardon? Allez-y. J'ai entendu quelqu'un parler, mais répondez à la question. Dans les spermatozoïdes, combien de chromosomes avons-nous? Nous avons 23 chromosomes dans les spermatozoïdes. Et combien dans l'ovule? Pardon? Chez la maman, combien? Ben, c'est ça. Nous avons donc 23 qui viennent de la maman et 23 de papa. Ce qui fait que l'œuf, au moment de la fécondation, en aura combien? Au moment de la fécondation, nous aurons 23 plus 23 égale 46 chromosomes. Je reprends. Voici l'exemple des chromosomes. Les chromosomes sont identifiés par 2 bras. Un bras court et un bras long. Ils sont reliés au milieu par ce qu'on appelle le centromère. Ces 2 bras de chromosomes, c'est des paires de bras, on les appelle aussi chromatides. L'un vient de la maman, l'un vient du papa. À l'extrémité des bras, c'est ce qu'on appelle les télomères ou encore les satellites. C'est juste des choses que vous devez retenir parce que les mutations, on les définit justement en fonction de la position sur les bras. Quand on va étudier une maladie, on va dire, tiens, cette maladie se trouve, ou bien ce chromosome que nous allons étudier se trouve sur le petit bras du chromosome tel. Alors, ces chromosomes vont prendre un numéro. On va les identifier avec des numéros. Chromosome 1, chromosome 2, chromosome 3, 4 et ainsi de suite. C'est pour cela, par exemple, dans le syndrome de Down, on parle
d'une trisomie 21. Donc, c'est le chromosome numéro 21. Au lieu d'en avoir 2, il y en a eu 3. Trisomie 21. Retenez au moins cette image du chromosome. Alors, ces chromosomes, selon la position du centromère et la proportion entre les deux bras, le bras court et le bras long, se distinguent en métacentrique, lorsque le bras long et le bras court ont pratiquement la même dimension, ils sont reliés au centre par le centromère, submétacentrique, et c'est la majorité de nos chromosomes, où il y a le bras court qui est plus petit que le bras long, ou encore acrocentrique, quand vraiment le bras court est tout petit par rapport au bras long. Et dans quelques rares cas, il est télocentrique, c'est vraiment l'extrémité et tout le long et tout le bras est pratiquement long. Alors, ça c'est juste une image pour vous rappeler, je vous ai dit que les chromosomes et tout, c'est important, c'est dans les phases de la mitose. Pardon? Dans les phases de la mitose, nous commençons avec l'interphase et il y a un centromère qui va se dupliquer et puis à la fin de l'interphase, ils vont se séparer pour constituer les deux, dans la prophase, les deux pôles où nous allons avoir la division. Vous voyez ici, c'est le chromosome qui est sous forme de filament. Et puis après, il va se compacter dans la prophase. Quand on avance toujours dans la prométaphase, avant d'arriver dans la métaphase, on peut commencer à compter le nombre de chromosomes qui vont se séparer dans les deux pôles. Ici, c'est à la métaphase. Ils se mettent au niveau de la plaque équatoriale et ils vont se séparer. Remarquez qu'ils sont liés par le centromère et ils vont se séparer dans les deux chromatides. À l'anaphase, ils vont commencer à migrer l'un vers le sud, l'autre vers le nord. Et enfin, à la télophase, à la fin de la migration, c'est l'océan, le cytoplasme, qui va aussi se diviser en deux. Ça, c'est des choses que vous avez vues déjà en biologie. C'est juste un rappel. Voici maintenant, alors ces chromosomes, je vous ai dit qu'on leur a donné des noms et des numéros. Les chromosomes qui sont responsables de la transmission sexuelle, qui sont les chromosomes qui sont dans le spermatozoïde et dans l'ovule, on les appelle chromosomes sexuels, qui sont responsables du genre. Et le genre est caractérisé par deux types de chromosomes, le chromosome X et le chromosome Y. Lorsqu'on a X et Y, on a le sexe qu'on appelle garçon. Et lorsqu'on a le X et le X, on a le sexe qu'on appelle fille, féminin. Soit on est mâle, soit on est féminin. Ça, c'est dans les conditions physiologiques normales. Je vous rappelle que le karyotype, c'est l'étude des chromosomes. Alors, le karyotype humain est constitué par 46 chromosomes. Et ces chromosomes, on peut les voir lors de la métaphase. C'est rangé par paire et on va les dénommer par ordre décroissant. Les plus petits chromosomes sont ceux qui ont les numéros du genre 21 ou 22. Alors, je vous les montre ici. Les gros chromosomes, on les a appelés chromosomes 1, 2, 3, 4, 5. Au fur et à mesure que le nombre augmente, la dimension du chromosome diminue. Puis on arrive à l'exception de deux types de chromosomes que vous voyez ici, ce sont les chromosomes sexuels. On a un qu'on appelle XY plutôt et l'autre qu'on appelle X.
Donc, quand on dit qu'il faut étudier le karyotype, l'étude du karyotype, c'est l'étude des chromosomes. L'étude des chromosomes nous permet d'étudier évidemment l'ADN, puisque les chromosomes sont constitués par une séquence d'ADN qui est compactée. Et lorsque cette séquence est compactée, il peut y avoir des accidents qui font qu'un petit morceau de chromosome peut être coupé. Lorsque je perds, par exemple, un petit morceau de chromosome ici, il est coupé par quoi? Il peut être coupé par une substance chimique, par exemple le benzène, une substance toxique qui entre dans la cellule et qui va provoquer une coupure au niveau du chromosome. Ou encore par des rayons. Par exemple, je peux avoir des rayons néfastes, les rayons X, qui entrent dans la cellule et qui coupent un morceau de chromosome. C'est ce qu'on appelle les mutations délétionnelles, parce que je vais perdre un gros morceau de chromosome. Et quand je perds un gros morceau de chromosome, ça signifie que j'ai perdu des dizaines, si pas des centaines de paires de bases. C'est clair jusque-là, hein? On perd des centaines de paires de bases. Alors, quelles sont les anomalies chromosomiques? Ce que vous allez voir dans la littérature et tout, etc. Les chromosomes, on peut avoir ce qu'on appelle une inversion chromosomique, c'est-à-dire un morceau de chromosome, il va se mettre dans un sens inverse. Il va tourner de 180 degrés. Je reprends ici. Si mon chromosome, par exemple, normalement, il se présente comme ceci. Là, c'est le centromère. Je vais assurer pour montrer des couleurs, juste pour que vous puissiez comprendre, hein, que là, c'est le bras long. Ici, c'est le bras court. Dans la cellule, il se présente comme ça. Et si par hasard, il change de position, il tourne de 180 degrés, qu'est-ce qui va se passer? Le bras long va se retrouver là au-dessus. Et le petit bras va se retrouver en bas. Et si ça, c'est le chromosome de maman, ça, le chromosome de papa, mais ils doivent rester ensemble, parce qu'après, vous avez appris ce qu'il y a, le crossing over. Ils vont se changer des petits morceaux. Normalement, chaque chromosome doit être apparié à celui qui est équivalent. Je vous ai dit que le chromosome qui porte le gène responsable de la couleur des cheveux de maman doit être en face du chromosome qui porte le gène responsable de la couleur des cheveux de papa. Maintenant, si celui-là, celui de papa, au lieu de se mettre d'une façon semblable, parallèle, il s'est inversé, il a tourné de 180 degrés, on a ce qu'on appelle une inversion chromosomique. Donc, on aura des anomalies. Alors, après, il y a d'autres déplacements de matériel chromosomique qu'on appelle les translocations. C'est-à-dire, un matériel génétique va se déplacer entre deux chromosomes qui ne sont pas homologues. Les chromosomes homologues sont les chromosomes, si vous voulez, des jumeaux. Mais lorsque j'ai un morceau de chromosome, par exemple, le chromosome 21, donne un morceau au chromosome 19,
On appelle ça translocation. Donc, la translocation, c'est la coupure d'un morceau de chromosome qui va sur un autre chromosome qui n'est pas homologue. Vous avez entendu parler de cela, surtout dans les cancers. On dit que tel cancer, on a fait l'étude chromosomique, hein, on a étudié, on a fait donc on a étudié, on a fait la culture cellulaire, on a vu qu'il y avait des chromosomes qui étaient cassés, des petits bouts, par exemple du chromosome 23, qui a sauté, qui est allé se coller au chromosome 17. Alors, on parle de aneuploïdie lorsque le nombre de chromosomes est modifié. Soit il est ajouté, soit il est réduit. Parce qu'au cours de la méiose ou de la mitose, un chromosome peut être perdu ou bien il peut ne pas migrer dans la cellule, comme on avait vu hein, lors de la mutation ici. Si un chromosome, normalement, ils sont appariés, hein, appariés comme ça. Si celui-là, au lieu de migrer là, il ne migre pas vers le sud, il migre vers le nord, et que les cellules vont se diviser en deux, dans cette cellule-ci, j'aurai un surplus de chromosomes, et dans celui-là, j'aurai un nombre de chromosomes réduit. Ce sont des anomalies qui peuvent arriver. On appelle cela aneuploïdie, ce qui arrive surtout dans les cancers. Dans les cancers, on va donc chercher, on va vous dire, attention, dans ce cancer, il y a un état de aneuploïdie. Donc, il y a un nombre de chromosomes qui ne correspond pas au nombre que nous devrions avoir. Bon, ça, je vais vous les épargner. Mais je vais revenir, voilà. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Bon. C'est clair. Ok, très bien. Alors, maintenant, je vais vous donner d'autres petites notions. Vous allez remarquer, hein, je vous donne des notions de base. On n'est pas pour autant généticien, mais au moins, on peut lire un article. On peut comprendre lorsqu'on lit dans un livre en disant c'est un cancer avec des cellules aneuploïdiques, c'est-à-dire avec un nombre de chromosomes qui n'est pas le nombre normal. Chez nous, les humains, c'est 46. Alors, on dit que ça, c'est un cancer qui est très méchant parce qu'au lieu d'avoir 46 chromosomes, il y en a eu 54. C'est une aneuploïdie parce que nous sommes des êtres diploïdes. Normalement, nous avons un nombre pair de chromosomes et nous en avons 46. C'est pour cela que la trisomie 21, c'est une aneuploïdie parce qu'il y a un surplus de chromosomes. Dans la nature, il faut être équilibré. Le trop, ça ne fait pas du bien, ça fait du tort. C'est pas conseillé. Voilà. Alors, ce que nous devons retenir, c'est la différence entre ADN et ARN. On a dit que l'ADN se trouve surtout dans le noyau et l'ARN se trouve dans le cytoplasme, mais il vient du noyau, l'ARN. Nous allons voir, nous allons étudier les types de ARN, l'ARN. Alors, la différence biochimique, c'est que au lieu d'avoir le désoxyribose, comme dans l'ADN, l'ARN a simplement un sucre qui s'appelle ribose. Voilà. L'ARN, lui, il est moins résistant que l'ADN, et au lieu d'avoir la chaîne pyrimidine qui s'appelle thymine, dans l'ARN, c'est l'uracile. L'uracile qui remplace la thymine. La thymine, en général, se lie à l'adénine, AT. La cytosine à la
guanine, CG, ATCG. Dans l'ARN, à la place de la thymine, on aura l'uracile. Ça sera AU. Une autre différence, l'ARN, à la différence de l'ADN, est en général en une chaîne, en un bras simple, une chaîne monocaténaire. L'ADN, c'est une chaîne bicaténaire. C'est ça la grosse différence entre ADN et ARN. Donc ça, vous pouvez retenir, hein, ça peut être une question d'examen, hein, en disant citer 3 différences principales entre l'ADN et l'ARN. Première différence, le type de sucre. Deuxième différence, la position, la localisation. En général, l'ARN est en dehors du noyau. L'ADN est surtout dans le noyau. Troisième différence, c'est les bases azotées. Dans l'ARN, la thymine n'est pas là, elle est remplacée par l'uracile. Et enfin, l'autre différence, l'ADN, en général, c'est une double chaîne et l'ARN, c'est une chaîne simple. Elle n'est pas double, elle est monocaténaire. Voilà, si vous retenez ça, c'est déjà beaucoup pour comprendre beaucoup de choses dans la biologie moléculaire. Bon, maintenant on peut commencer à parler des maladies. Est-ce qu'il y a d'abord des questions sur ces généralités? Mais on y reviendra, hein, comme je vous ai toujours dit, en général, moi, mes cours, je me répète plusieurs fois. Je reviens sur les notions que nous venons de voir, l'ADN, l'ARN, et puis nous allons voir. Je vais vous montrer une petite séquence filmée que vous pourriez revoir d'ailleurs, c'est sur YouTube, donc vous n'aurez pas de la peine à revoir cela. Qui vous permettra de bien comprendre les choses. Alors, nous allons revenir sur la façon dont les maladies sont transmises. En génétique, on dit qu'il y a des maladies autosomiques. Les maladies autosomiques, ce sont celles qui concernent le soma, donc la partie somatique, donc les tissus. Les trucs. Et les autres maladies sont des maladies à transmission sexuelle. Les maladies, donc, on va les distinguer en maladies autosomiques et en maladies à transmission sexuelle. Selon le caractère de la transmission, attention, il y a quelqu'un qui parle, qui fait du bruit. Vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît. Voilà, on a désactivé tous les micros. Il faut demander la parole quand vous voulez parler. Hein. Comme certains ne sont pas dans la salle et tout, etc., il y a tous les bruits de fond. Alors, je vous disais que nous avons des maladies. Oui, alors il y a quelqu'un qui demande revenir sur la différence entre ARN et ADN. Qui a compris la différence entre ARN et ADN? Où se localise l'ARN par rapport à l'ADN en majorité? Alors, je reprends vite, comme ça, vous retenez. L'ADN, dans sa majorité, au point de vue localisation, se situe dans le noyau. L'ARN, au point de vue localisation, se situe en général dans le cytoplasme, même s'il provient du noyau, mais il va surtout travailler dans le cytoplasme. Le cytoplasme, c'est l'océan dans lequel on va assister à la production des protéines, les enzymes et tout, etc. L'autre différence, c'est dans la structure. L'ADN a un sucre qu'on appelle des oxyriboses. L'ARN, son sucre s'appelle ribose. Ça, donc, c'est déjà une autre différence.
Après, dans les bases azotées, dans l'ADN, on a la thymine et dans l'ARN, la thymine est remplacée par l'uracile. Et enfin, la dernière différence, c'est la façon dont les chaînes sont constituées. L'ADN a une double chaîne, comme l'échelle. Par contre, l'ARN, en général, c'est une seule chaîne. Elle est monocaténaire. Voilà la différence entre ADN et ARN. Ceux qui se connectent en retard, c'est mieux qu'ils ne posent pas de questions pour ne pas retarder ceux qui ont été ponctuels. Alors, on continue. Je vais vous parler donc des maladies. Ces maladies, on va les distinguer en maladies dominantes lorsque le caractère qui est porté par le gène s'exprime à tout prix. Ce sont des maladies dominantes. Et que lorsque, par contre, le gène qui est porté par un chromosome ne s'exprime pas lorsqu'il est seul, alors là, c'est une maladie récessive. Donc, la transmission des caractères en génétique se distingue à transmission dominante, on écrit en général avec grand D, dominante, ou encore transmission récessive, on écrit avec petit r, récessive. La transmission dominante, c'est-à-dire, si par exemple je dis que le caractère de la couleur blanche des cheveux, c'est un caractère dominant, et que le caractère de la couleur noire des cheveux, c'est un caractère récessif, et que mon père a la couleur noire, et ma mère a les cheveux de couleur blanche, on va dire blonde. Quelle sera la couleur de mes cheveux? Vous pouvez répondre. Quelqu'un peut répondre? C'est blond. Là, c'est récessif, c'est noir. C'est tous les exemples que vous avez vus en biologie avec les drosophiles, hein, les mouches, etc. Allez-y, qui répond? Ça sera gris. Ça sera? Allez-y. Vous avez dit ça sera gris. Oui, oui, oui. Non. Là, vous êtes dans le phénotype. Moi, je vous parle des caractères génétiques. Si j'ai un caractère dominant, c'est le dominant qui prédomine. Et donc, j'aurai la couleur dominante. Blanche. Oui, parce que c'est dominant. Maintenant, parce que c'est ce qui domine, c'est pour ça qu'on appelle dominant. Ça signifie quoi? Si je suis aveugle et que le caractère, la maladie responsable de la cécité, c'est une maladie dominante et que je la transmets par un gène autosomique. Les gènes somatiques, on les appelle aussi autosomiques, et que je l'ai transmis à mon enfant. Puisque c'est dominant, l'enfant sera aveugle. Le papa, lui, n'a pas le gène dominant. Il est récessif. Quand on est récessif, ça signifie qu'on ne s'exprime pas devant celui qui est dominant. C'est pour ça les maladies, quand on a un caractère dominant, on écrit grand D. Quand le même caractère est récessif, on écrit petit D. Donc, si j'hérite un gène grand D, petit d, je vous demande comment sera la couleur des cheveux. Ça sera grand D, parce que c'est le grand D qui domine. Ici, c'est juste pour vous montrer un tableau avec des maladies autosomiques dominantes.
Par exemple, ce qu'on appelle la chondroplasie. Je ne sais pas si vous avez jamais vu. La chondroplasie, ce sont des enfants qui ont des malformations, qui ont des petits pieds, des bras, qui ont une grosse tête et tout, etc. Probablement, vous avez vu ça dans les syndromes de malformation en pédiatrie. La chondroplasie, ils sont en général courts de taille, avec enfin, comme une grosse tête et une dysmorphie faciale. Voilà, en fait, c'est des maladies qu'on trouve dans des familles où vous allez trouver le père était achondroplasique et il a un enfant achondroplasique aussi, parce que c'est dominant. Alors, il y a une maladie que vous pourriez retenir qui est importante parce qu'elle est assez fréquente, hein. C'est ce qu'on appelle la neurofibromatose. La neurofibromatose de type 1, c'est une maladie qui est caractérisée par des taches, quand on est des taches café au lait, des taches sur la peau. C'est pour ça qu'en pédiatrie, on examine l'enfant, même l'adulte d'ailleurs, on regarde s'il y a ce qu'on appelle des taches café au lait et on mesure les dimensions de ces taches et on compte le nombre de ces taches. Parce que chez certains patients, ces taches-là vont s'accompagner par de petites excroissances, des excroissances qu'on peut avoir au niveau du visage, au niveau du tronc, qui sont expression de la neurofibromatose. Et cette maladie neurofibromatose, ça fait partie des syndromes neurocutanés, sera caractérisée par des anomalies de la peau, mais aussi par des anomalies au niveau neurologique. Et en général, ça se manifeste en pédiatrie par des convulsions. C'est pour cela, lorsqu'on a un enfant qui convulse, on le déshabille pour voir s'il n'a pas la neurofibromatose, maladie de von Recklinghausen. Nous en avions parlé, je pense, en pédiatrie ou en neurologie. Une autre maladie à transmission dominante, c'est la maladie de Marfan. C'est une anomalie qui est caractérisée par des enfants qui ont des longs doigts, qui ont de longues tailles, qui sont fragiles, un peu comme des doigts d'araignée. Ce sont des anomalies. Tout ça, ce sont des maladies à transmission héréditaire. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est le type de transmission. Transmission dominante ou encore transmission récessive. Voici un exemple d'une maladie. Vous vous rappelez, on va passer, on a vu la transmission, l'arbre généalogique. Hein? Ici, donc, vous voyez un exemple d'une maladie à transmission héréditaire, autosomique, dominante. Alors, là, le papa, on le représente par un carré. La maman, par un cercle. Papa et maman sont unis, ils sont mariés. Ici, ils ont eu 2 enfants. Ils ont eu une fille qu'on représente par un cercle et ils ont eu un garçon. De l'autre côté, dans la famille, on va dire ça, c'est le côté famille du papa, et l'autre, c'est la famille du côté de la maman, dans sa génération. Hein. Le père de la maman, donc si vous voulez, le grand-père, il avait une maladie qui est là. La maman, rien. Ils ont eu 2 enfants, une fille et un garçon. La fille, ici, se marie avec un monsieur qui est normal, qui n'a pas l'anomalie. L'anomalie, on va la mettre en rouge. Ils ont, avec le monsieur qui n'avait pas l'anomalie là, hein, ils vont se marier et ils ont un enfant malade, affecté de cette maladie-là
comme son grand-père. Et c'est une fille. Le patient malade, on le représente avec une flèche. On met la flèche dessus. Et ils ont aussi, hélas, un garçon qui est aussi malade. Vous comprenez ça? Pourquoi? Parce que le caractère génétique qui est là, il est dominant. Ça signifie qu'il pénètre plus que les autres. Ça signifie que le grand-père ici, il était atteint, la maman était atteinte, et les enfants, comme c'est dominant, et le garçon, et la fille, et le garçon, et la fille sont aussi atteints. Même si la maman, qui a le gène dominant, au point de vue symptômes, elle n'avait pas beaucoup de symptômes comme l'autre sœur qui était malade, mais elle a transmis le gène dominant. En fait, ça, c'est tout simplement pour vous dire, la dominance, ça signifie que ça s'exprime malgré tout. C'est ce que vous devez retenir. Transmission dominante, c'est celle qui domine. Je vous donne un exemple simple que nous avons vu lorsqu'on a parlé des groupes sanguins. Qui se rappelle encore dans quoi est-ce qu'on a une valeur qui est dominante? Dans le rhésus. Vous vous rappelez, on a dit que le rhésus, on va le distinguer dans grand D, petit d et tout, etc. Et en général, lorsque nous faisons nous, les tests pour savoir si quelqu'un est rhésus positif ou négatif, c'est le grand D que nous recherchons. Quand vous avez le grand D, il est dominant, on dit que vous êtes rhésus positif. Donc, supposez qu'ici, que c'était... attention, on vous a demandé de ne pas activer vos micros. Et donc, ici, vous voyez bien que le caractère, il est dominant, et donc, tous les enfants qui naissent ici manifestent la maladie. C'est vraiment une caractéristique que vous devez retenir et c'est important de la retenir. Alors, maintenant, il y a des maladies, ça c'était des maladies autosomiques. Pardon, je reviens en arrière. Il y a des maladies qui sont liées à une transmission récessive liée au sexe. Ça, c'est important. Je dis bien transmission récessive liée au sexe. Papa, quel est son sexe? Le sexe de papa, on va prendre le tableau. Récessive liée au sexe. Ça signifie que papa, qu'on représente avec un carré, son sexe, c'est X, Y. Maman, qu'on représente par un cercle, son sexe, c'est X, X. Maman et papa, ils ont des enfants. Ils ont, disons, une fille, un garçon, et encore un garçon. Alors, vous avez vu la fois passée une maladie à transmission sexuelle. Qui peut me citer une maladie à transmission sexuelle? Là, j'active les micros. Allez-y. Le VIH. Pardon? Le VIH, sida.
Maintenant, oui, on est en génétique, excusez-moi, on est en génétique ici. Transmission récessive liée au sexe. Je ne dis pas une maladie liée. Là? Non, la drépanocytose est une maladie autosomique. C'est scandaleux votre réponse. Vous avez eu le cours le matin avec le docteur Ngeleka. C'est autosomique la drépanocytose. Mais vous avez vu avec moi la semaine passée des maladies récessives liées au sexe transmises par les chromosomes sexuels. Hémophilie. L'hémophilie, mais oui, l'hémophilie. On a parlé de la maladie des rois, une autre maladie transmise par le sexe. 14, 14. Pardon? J'ai répondu à la question du professeur. Par le sexe. Et daltonisme. Oui, c'est vrai qu'il y a une forme de daltonisme qui est transmise par le sexe, mais sinon, le G6PD que vous avez vu la fois passée. Donc, le G6PD et l'hémophilie, c'est ce que vous avez vu la fois passée, sont deux maladies à transmission sexuelle. Alors, voici un exemple. On va suivre ça. La maladie, ici, sexuelle, mais ici, c'est le papa qui est atteint. Transmis par le papa. Dans ce couple-ci, les grands-parents, il n'y a personne qui est malade. Dans l'autre famille, vous prenez par exemple les Benakaboué qui se marient avec les Benakanonji. Dans le Benakanonji, c'est une maladie transmise par le papa. C'est sexuel. Il a ça. Il transmet à qui? Le papa donne à ses filles quel type de chromosome? Vous pouvez répondre. Ah, vous pouvez lever la main. Hein? Le papa transmet aux filles quel type de chromosome? Je reviens sur mon schéma. Le papa, il a une maladie, il va transmettre aux filles le chromosome X. Je le mets en vert parce qu'il vient de papa. Les garçons, quel chromosome ils reçoivent du papa? Y. De nos parents, nous recevons le chromosome Y. De nos mamans, nous recevons le chromosome X. Donc, le X de maman, je le mets en bleu. Bleu, bleu. La fille, son sexe, c'est quoi? Bon, je vais rajouter. Oui, la fille, elle est X, X. Mais là, un X malade. Elle a un X malade. Et cette fois-ci, le X, il est récessif. Comme il est récessif, ça signifie que si je dois représenter chez la fille, je dirais qu'elle est quoi? Elle est porteuse. On met une tache blanche au milieu. La fille a reçu un caractère récessif lié au sexe, le chromosome X qui est là. Elle est donc porteuse de la maladie. Elle se marie avec un monsieur qui est bien. Ils ont 3 enfants. Cet enfant, cette fille, est-ce qu'elle est malade?
Non, non. Elle n'est pas malade. Ce garçon est malade. Non, non. Non, non. Et ce garçon aussi, il est malade. Oui, oui. Oui, oui. Alors, c'est quelle maladie? L'exemple? L'hémophilie. L'hémophilie, voilà. Donc, c'est clair, vous comprenez comment est-ce que un porteur du chromosome récessif, c'est le cas de l'hémophilie, parce que c'est transmis par le sexe, le chromosome X. La fille, elle est porteuse, et lorsqu'elle transmet au garçon qui n'a qu'un seul X, et comme il n'y a pas de compensation, le X s'exprime. C'est une transmission récessive liée au chromosome sexuel, l'hémophilie. C'est la même chose pour le déficit en G6PD. Au moins, ça, ce sont les deux exemples que vous devriez retenir sur les maladies à transmission sexuelle récessive, l'hémophilie et le G6PD. Voilà. Il y a d'autres exemples. Hein. La maladie de Duchenne, l'hémophilie, justement, quelqu'un a dit le daltonisme, le G6PD, etc. Donc ça, c'était juste pour que vous puissiez avoir ces illustrations. Comme la session elle est enregistrée, vous aurez la possibilité de revoir les cours et de revoir, pardon, je rentre en arrière, et de revoir le matériel que nous avons utilisé. Alors, maintenant, ça c'était des maladies récessives liées au sexe. Il y a des maladies autosomiques récessives. Autosomique, ça signifie quoi? C'est transmis quoi? Est-ce que c'est transmis par X ou Y? Répondez. Par X et Y. Non. Autosome, c'est ce qui est somatique, qui n'est pas lié au sexe. Ce sont les autres chromosomes qu'on appelle chromosomes. Ils ont des chiffres. 1, 2, etc. Chromosome 6, etc. 7, et ainsi de suite. Alors, vous connaissez au moins une maladie à transmission autosomique récessive. Laquelle? Allez-y. Maladie. Comme la drépanocytose. La drépanocytose. Oui, bravo, c'est ça. La drépanocytose, c'est une maladie autosomique récessive. Retenez bien le terme récessive. Ça signifie quoi? Ça signifie quand une maladie est récessive, pour s'exprimer, pour montrer que je suis malade, les deux gènes récessifs doivent être présents. R et R, ils sont appariés, se croisent pas, ils sont appariés, oui. Et alors, ça signifie là, j'ai l'expression, je deviens SS. Ça signifie quoi? Papa donne S, maman donne S, l'enfant qui naît, il est SS. Papa est AS, maman est AS, mais au cas où chacun donne ce qui est récessif, S et S qui se marient, l'enfant est malade. Donc, la drépanocytose, c'est une maladie autosomique. Elle n'est pas transmise par le sexe, comme l'hémophilie et le G6PD. Autosomique récessive. Ça signifie que pour que l'enfant soit malade, il faut qu'il reçoive 2 gènes récessifs. Et si je reçois un seul gène, je suis tout simplement porteur. Je suis tout simplement porteur. Alors, il y a une autre maladie autosomique récessive qui est fréquente en Europe,
c'est ce qu'on appelle la fibrose cystique. La fibrose cystique, c'est une des maladies autosomiques récessives prédominantes en Europe qui donne cette maladie caractérisée par la toux à répétition et tout, parce que les mucus sont très épais et donc dans les poumons, l'échange gazeux ne se passe pas convenablement et tout, etc. C'est une maladie qu'on appelle mucoviscidose. Mucoviscidose. Donc, si à l'examen, on vous pose, citez-nous 2 maladies à transmission autosomique récessive, vous allez citer la drépanocytose et la mucoviscidose. Puis, il y a d'autres maladies, hein, maladie de Gaucher et tout, etc. Mais ça, ce n'est pas indispensable que vous le reteniez. Au moins, retenez ces 2 maladies. La drépanocytose, vous l'avez vu ce matin, donc vous ne pouvez pas me parler de la drépanocytose comme une maladie à transmission sexuelle. Voici comment on représente l'arbre généalogique. Nous avons vu ça la fois passée. L'homme se représente en carré, la femme en cercle. Le patient malade, on indique avec une flèche. Alors, si je vous pose la question, je me dis, cette fille, ici, non, ce garçon, il est quoi? Il est porteur. Il est porteur. Cette fille est porteuse. Porteuse. Voilà. Et celui-là, il est affecté. Il est malade. Probablement, c'est une maladie autosomique récessive. AS, ils ont transmis tous les 2 la S et la S. L'enfant, il est SS et je le mets dans un cercle entier. Alors, parfois, au lieu de représenter par un petit cercle les uns et les autres, on représente les porteurs. Je prends mon frotteur. On va le représenter. Par exemple, si papa, il est ici, je change. Hein. Maman est porteuse, elle est AS. On va faire comme ça, la moitié. Donc ça peut être foncé. L'autre, comme elle a reçu la moitié, et ça aussi, je peux être foncé comme ça. Et donc ça peut se représenter comme ceci. Au lieu de faire le petit point au milieu, je peux représenter ceci. Donc ça signifie il est porteur ou hétérozygote. Et là aussi, donc elle, la fille, elle est porteuse. Le garçon, il est porteur. Et celui-là, il n'y a rien. Il n'est pas porteur. Et il n'est pas malade. Il est sain. Voilà, ça c'est avec l'arbre généalogique. Comme ça vous permet de comprendre un peu ce qu'on fait en génétique. Parce que dans le dossier médical de l'enfant en général, on met toujours aussi l'arbre généalogique. Voilà. Professeur? Oui, allez-y. On va faire une petite pause. Oui, professeur. Oui. Est-ce qu'une personne porteuse de la maladie peut-elle être malade, peut-elle présenter les signes d'un drépanocytaire? En général, quand on dit porteur, c'est la génétique. Alors, la drépanocytose, vous avez vu ce matin qu'il y a ce qu'on appelle le syndrome majeur drépanocytaire, parce qu'il y a plusieurs types de drépanocytose. Je peux être drépanocytaire, je suis SS, mais je peux être aussi drépanocytaire en étant ce qu'on appelle double hétérozygote. Double hétérozygote, ça signifie SC ou encore S bêta-thalassémique. Et là, dans la bêta-thalassémie, nous avons vu la fois passée dans le cours d'hémato, il y a ce qu'on appelle la bêta-thalassémie plus ou mineure, où j'ai un déficit des chaînes bêta, mais pas un grand déficit. Et alors, on dit on est S-bêta plus. Le S-bêta plus, selon la quantité de A, de l'hémoglobine A qu'il aura, il peut arriver qu'il présente des signes qui ressemblent à la drépanocytose. Mais il est
bêta plus, double hétérozygote. Ou encore, il peut avoir une autre hémoglobine anormale qu'on ne connaît pas. Alors, maintenant, lorsque vous dites qu'il est AS et il a des signes, oui, c'est décrit chez des patients AS qui ont, quand vous dites les signes, j'imagine que vous faites allusion à la douleur, qui ont des douleurs dans les conditions d'hypoxie majeure. C'est-à-dire, vous faites l'anesthésie pour l'opérer, on a ralenti la circulation du sang, il a moins de trucs, d'oxygène, peut-être parce qu'il est parti sur une montagne sur l'Himalaya, au-delà de 2000 mètres et tout, il n'y a pas assez d'oxygène. Comme il est AS, il y a certains organes qui peuvent souffrir. C'est décrit qu'il y ait eu des malaises, des porteurs AS, mais dans des conditions extrêmes d'hypoxie en général. Maintenant, c'est un challenge parce que dans la clinique, il y a des gens qui disent « Oui, moi j'ai un patient que j'ai vu, on a fait plusieurs électrophorèses, il est AA. Et donc, il est, oui, on dit il est AS plutôt, hein, on dit qu'il est AS et on se demande pourquoi il a des douleurs. Attention, la douleur que l'on a n'est pas due seulement à la drépanocytose. On a des douleurs articulaires, on a des douleurs osseuses, et entre autres en pédiatrie, parce que nous avons une maladie en pédiatrie, ce qu'on appelle les maladies rhumatismales. Donc, ça peut être un porteur AS qui souffre des rhumatismes. Ce n'est pas parce qu'il est AS qu'il ne pourrait pas avoir des douleurs. Voilà, c'est pour vous expliquer que, en général aussi, il faut faire attention. Quand vous avez ce genre de patients, il faut bien faire l'électrophorèse de l'hémoglobine et surtout bien la lire. Il faut que ce soit des personnes entraînées qui puissent interpréter cette électrophorèse de l'hémoglobine. Sinon, vous allez dire, il est AS, S dominant et tout. Ces termes-là, on les a lorsque un patient homozygote SS, il a été transfusé avec du sang A, et alors, comme il a été transfusé, il fait son électrophorèse, il apparaît comme s'il est AS, mais avec beaucoup de S par rapport à la A, et psychologiquement, il s'est dit, non, moi je suis AS, je ne suis pas SS. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Voilà. Je voulais terminer cette partie en vous parlant des maladies à hérédité polygénique, puis on va prendre une petite pause. Il y a des maladies qui sont transmises par plusieurs gènes. Tantôt, lorsqu'on a fait un arbre généalogique, on a parlé des maladies monosomiques. Donc, des maladies autosomiques transmises par une anomalie d'un seul gène. C'est la drépanocytose et tout, ce n'est pas plusieurs gènes. Mais vous allez trouver parfois dans des familles, les enfants qui naissent, ils ont tous des malformations. Ah oui, leur grand-père aussi avait une malformation. Oui, alors là, ce sont des maladies à transmission héréditaire polygénique, c'est-à-dire avec plusieurs gènes. Là, c'est beaucoup plus complexe. Enfin, je vous en parle juste pour votre curiosité scientifique. Par exemple, les malformations congénitales, l'hypertrophie du pylore ou encore les myéloméningocèles. Et enfin, on va terminer avec les maladies qui sont transmises par l'ADN, mais par l'ADN qui n'est pas dans le noyau. Où est-ce qu'il se trouve cet ADN en dehors du noyau? Allez-y. Dans les mitochondries. Dans les mitochondries, oui. Sachez-le qu'il existe plusieurs maladies qu'on appelle les maladies mitochondriales. L'ADN transmise par les mitochondries. Alors, question piège. Les mitochondries sont transmises par la maman ou par le papa? Par la maman. Par les deux. Essentiellement par la maman. Pourquoi? Parce que le spermatozoïde, je reprends l'image. Parce que le spermatozoïde, je vous rappelais, là, je vous ai dessiné tantôt au moment de la fécondation. Le spermatozoïde, il a une grosse tête
il a une queue, l'ovule, c'est un œuf. Le spermatozoïde a surtout un gros noyau, une grosse tête, et un petit cytoplasme. Et dans ce cytoplasme, il a à peine quelques mitochondries, très peu de mitochondries. Par contre, la maman, dans son cytoplasme, elle a beaucoup de mitochondries. Et lorsque maintenant le spermatozoïde entre, il n'y a qu'un seul spermatozoïde entre, la queue reste dehors. Et donc, une partie, très peu de mitochondries, très rare d'ailleurs, entre et vont féconder l'ovule. Donc, les mitochondries que nous avons sont en général d'origine maternelle. C'est pour cela qu'il y a des maladies mitochondriales dont la transmission héréditaire, elle est différente. Elle est différente parce que c'est transmis par les mitochondries. Dans le Congo central, il y a une maladie qui est caractérisée par la surdité. On ne comprenait pas comment est-ce que dans certaines familles, on avait des enfants qui naissaient sourds et d'autres non et tout. Après, on a découvert, vous savez que dans le Congo central, c'est un système matriarcal. On a compris pourquoi, parce que c'était une maladie qui était liée aux mitochondries. Il y a plusieurs maladies transmises par les mitochondries, hein, entre autres dans les encéphalopathies et dans les maladies du cœur, les cardiomyopathies. Donc, c'est intéressant que vous sachiez cela. Et puis, cette transmission mitochondriale, elle a permis aussi de comprendre, par exemple, hein, c'est un peu d'histoire, comment est-ce qu'on a trouvé que dans certaines populations africaines, on a des populations d'origine juive qui ont eu des parents juifs. Parce que la juivité, être juif, ça signifie que j'ai une maman juive. Parce qu'on a trouvé des mitochondries dans des populations noires en dessous dans l'Afrique australe, qui montrent qu'il y a eu des contacts entre des populations juives et des populations noires africaines, et dans lesquelles on a retrouvé des mitochondries juives, d'origine juive. Donc, la génétique, elle est très intéressante justement parce elle nous permet d'étudier l'histoire et tout, etc. Voilà. Nous allons faire une petite pause d'une demi-heure, si vous voulez bien. On va reprendre donc à 13h10. Et comme ça, on a le temps de souffler un peu. Le CP, d'accord. La connexion sera, en fait, on a une connexion jusqu'à 18h, donc il n'y a pas de problème. Vous n'aurez qu'à vous réactiver. Ou bien vous restez en pause. Hein. Ok, voilà. merci. On se revoit dans une petite demi-heure. Merci. Voilà.